Vous écoutez France Culture. Hors champ. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Michel Guigon. C'était comment l'enfance à Cronenbourg ? Ah, moi j'ai que des souvenirs d'une grande beauté, d'une joie, de vraiment l'enfance. Pas de soucis. Jusqu'à 10 ans et demi, mais jusque-là, pas de soucis, en tout cas dans mes souvenirs. Pas de soucis, pourquoi ? Parce que des parents très aimants ? Oui, je crois. La vie peut être comme un rêve, comme ça doit être quand on est enfant et quand on imagine quand on est grand. L'idéal de enfant, j'ai l'impression que c'était ça pour moi. Oui, des parents aimants. Moi, j'adorais l'école, j'adorais mes copains. Il y avait un grand terrain vague où on jouait. Il y avait des pierres de château qui étaient tombées là. Donc, vous imaginez, alors, on pouvait imaginer le château, justement. Il y avait des os de je sais pas quoi, peut-être d'un chien qui était mort. Alors là, ça partait. Dans l'imaginaire, ça y allait vite. Derrière, il y avait le bac à sable. Plus loin, il y avait les rails des trains d'une gare de marchandises. Je sais pas, tout peut faire rêver. On était plein de petits immeubles, il n'y avait que des gosses partout. Et on avait inventé le football à échasses. On était sur des échasses et on jouait au football. Plein de garçons et plein de filles. C'était spécial. Et pourquoi vous vous entraîniez à pleurer tous les jours ? Je m'entraînais pas, je pleurais tous les jours. Ah oui, c'est vrai que c'est étrange, d'ailleurs, je parle de tout, c'était beauté, c'était idéal. Parce que moi, je croyais que... Enfin, la première fois, j'ai pas pleuré une journée. Je suis allée voir ma maman très inquiète en pensant que j'étais malade. Parce que je pensais que c'était comme boire, manger, aller aux toilettes. Je croyais que pleurer, ça faisait partie de notre fonctionnement de base. Je sais pas, je trouve que... Je crois, autant j'ai la capacité de voir le beau, autant j'ai la capacité de voir le triste. Ouais, pourtant, vous n'avez pas la larme facile. Vous êtes plutôt une dure à cuire. Alors, vous savez ce que c'est, hein, quand plus la citadelle est forte, peut-être plus c'est pour protéger à l'intérieur. Hein. Donc, si j'ai la larme facile et nombreuse, je suis vraiment pleine d'eau. Ça me fait du bien, hein, même de pleurer. C'est-à-dire que si je dois, je le fais, parce que c'est vraiment, ça fait partie de mon fonctionnement. Ça me permet d'avancer. Et je ris autant. Je suis un peu excessive, probablement. Mais je suis sucré-salé, voilà. Vous accepteriez, Michel Guigon, d'interpréter un petit air d'accordéon avec le texte que vous avez écrit pour votre père et qui restitue magnifiquement ce climat d'enfance dans lequel vous avez baigné? Oh oui, avec plaisir. Bon, c'est... Alors du direct, moi qui suis pas... qui autant quand je suis comédienne, je peux jouer tout. Quand je me retrouve derrière micro à être finalement presque que chanteuse et m'accompagner, on va dans le risque, mais je le prends. Vous aimez bien les risques? J'aime la vie, c'est un immense risque. Alors. T'es tellement grand qu'au bout de nos yeux, quand on te regarde, on voit les cieux. Tu dis que c'est nous, qu'on est petits. Tu dis que c'est nous, qu'on est petits. C'est pour ça que tu vois nos épis. T'as une voix grave qui résonne. Maman dit que c'est ça un homme. Toutes nos mains tiennent dans la tienne. Toutes nos mains tiennent dans la tienne quand on va à la fête foraine. Mon Dieu que c'est grand les grandes personnes. Mon Dieu que c'est grand, ça m'impressionne.
N'empêche, t'es bon observateur, tu trouves toujours les 7 erreurs dans le journal, puis tu le lis. Dans le journal, puis tu le lis. Quand t'as fini, maman le replie. Ah maman, tu te jettes à son cou, tu nous prends sur tes genoux. Nous on adore quand tu fais le fou. Nous on adore quand tu fais le fou. T'as des réponses à presque tout. Mon Dieu que c'est fort les grandes personnes. Mon Dieu que c'est fort, ça m'impressionne. Tu rentres du boulot énervé et nous on est tout étonnés. C'est pas le moment pour les bulletins, même si on a déjà pris notre bain. Des fois tu regardes maman et tu lui passes lentement la main sur le front et l'oreille. La main sur le front et l'oreille. Après à nous, tu fais pareil. Mon Dieu que c'est doux les grandes personnes. Mon Dieu que c'est doux, ça m'impressionne. Tu dis parfois des mots ardus qu'on n'a même jamais entendus. Maman a l'air de les comprendre. Maman a l'air de les comprendre. À nous quand vas-tu les apprendre? T'as une de ces inventions pour nous trouver des petits noms. Mes cailles, mes tanches, mes petits repas, nous on t'appelle juste papa. Merci Michel Guigon, c'est très impressionnant de vous voir jouer dans ce studio. Et je le dis pour les auditeurs qui ne peuvent par définition pas vous voir, vous aviez les yeux quasi fermés, un immense sourire qui illuminait votre visage pendant que vous chantiez et que vous jouiez de l'accordéon. Et cet accordéon qui se dépliait comme un cœur rouge, qui palpite et qui semble être votre compagnon. Vos parents ne vous ont jamais empêché de satisfaire votre désir de devenir comédienne, mais au début, ça a été quand même un peu la galère. Mes parents ne m'ont pas empêché. Donc, mon papa est mort quand j'étais petite. Alors, après, ma maman s'est chargée de nous occuper, de jouer les deux rôles, avec une certaine maestria, fou de la force. Et moi, depuis l'âge de 4 ans, j'ai dit, j'avais vu, parce que la télé venait d'être achetée, et il y avait au théâtre ce soir, le vendredi. Et je sais pas, moi, je me glissais, alors qu'on était au lit à 7h30, mais là, je me relevais, je me glissais, j'ouvrais la porte, j'entrebâillais, j'étais sous la table et je regardais au théâtre ce soir. Donc mes parents, au bout d'un moment, ont vu que c'était vraiment tenace. Ils ont dit, OK, sur ce soir-là, on laisse. Et donc je pouvais regarder sur une chaise et non sous la table. Et je me rappelle de La Perruche et le poulet. Et j'avais dit à ma maman, je remplacerai Van Fourva quand je serai grande. Mais il a fallu que je travaille le J et le che, ce qui est fait. Et puis, j'ai continué, j'ai fait du théâtre chez Madame Thiebaud, au cours élémentaire. J'avais fait l'avare, ma cassette. Oh là là, j'adorais, je le jouais, je ne récitais pas, je jouais dans tous les sens. Et ensuite à Belfort, parce que je suis retournée à Belfort après la mort de mon papa, puisque j'ai fait donc l'enfance en Alsace, mais je suis née à Belfort. Et là, il y avait le théâtre amateur très tôt 90, et puis il y avait du cabaret, puis du théâtre, et j'ai fait. Et ma maman a vu quand même combien j'étais obstinée et j'aimais ça. Et j'ai loupé mon bac. Et là, elle a vraiment vu que j'y tenais. Elle a vu que je tenais à ma parole. Elle a tenu à la sienne. Elle a revendu la 2 chevaux qu'elle m'avait acheté pour le bac que j'aurais eu. Je la remercie d'avoir fait ça à vie, d'avoir tenu sa parole, de m'avoir appris ça. Et voilà, d'être vraiment... d'avoir le sens de ce que c'est que de dire des mots, d'échanger des... Ce sont des contrats. J'ai horreur de signer des contrats. Je préfère regarder des yeux et envoyer une parole. Et en espérant que c'est ce qu'on a dit qu'on fera. Faut de la mémoire pour ça, ceci dit. Et en vieillissant, c'est pas ce qui nous reste le plus. Mais ma maman, après, en voyant vraiment combien je le voulais, m'a dit, tu vas à Paris et pendant 2 ans, je fais comme si tu faisais des études. Je t'aide comme si c'était des vraies études. Alors que j'étais partie pour faire des ingénieurs, enfin tout. Les trucs classiques. Et bon, au bout de 3 mois, j'ai été engagée par Jérôme Deschamps. Alors j'étais fière de renvoyer le chèque à ma maman. Et
Ça y est, j'étais partie dans la vie d'artiste, mais c'était encore irrégulier. Mais j'ai pas de souvenir de souffrance, parce que c'est vraiment enfin pas plus que ce que la vie nous fait vivre comme joie et comme souffrance, comme don et comme frustration. Donc j'ai pas de hargne mécontente, je sais pas. Vous aimez beaucoup et vous lisez très souvent Rilke. Je vous propose d'écouter Lettre à un jeune poète, un extrait lu par Barbara. Waouh. Paris, le 17 février 1903. Cher monsieur, votre lettre m'est parvenue il y a quelques jours seulement. Je vous remercie pour la grande et aimable confiance qu'elle manifeste. Je ne puis guère davantage. Je ne peux pas aborder la manière de vos vers. Toute intention critique est trop éloignée de moi. Rien ne permet aussi peu de toucher à une œuvre d'art que les mots de la critique. On aboutit presque toujours par là à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes aussi saisissables, aussi dissibles qu'on voudrait en général nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace où aucun mot n'a jamais pénétré. Et plus indicibles que tout sont les œuvres d'art, existences mystérieuses dont la vie, à côté de la nôtre qui passe, est durable. Après cette remarque en préambule, il m'est seulement permis de vous dire encore que vos vers n'ont pas de manière propre, mais qu'on y trouve pourtant, silencieux et recouverts, les rudiments de quelque chose de personnel. C'est ce que je sens le plus clairement dans le dernier poème, Mon âme. Là, quelque chose qui vous est propre veut des mots, cherche son mode d'expression. Et dans le beau poème, à Léopardi, croit peut-être une sorte de parenté avec ce grand solitaire. Malgré tout, ces poèmes ne sont rien encore par eux-mêmes, rien qui tienne par soi, pas même le dernier, ni celui à Léopardi. La bonne lettre dont vous les avez accompagnés ne manque pas de m'éclairer sur maintes défaillances que j'ai senties à lire vos vers, sans être capable pourtant de leur donner un nom. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous inquiétez si certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors, et c'est là précisément ce que vous devriez ne pas faire aujourd'hui. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'est qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire. Examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur. Reconnaissez-le face à vous-même. Vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire ? Ceci surtout. Demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, dois-je écrire ? Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative, s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime, doit se faire signe et témoignage pour cette poussée. Michel Guigon, je vous sens très ému. Mais c'est... Oui. Fou. Je suis étonné moi-même. Trop ému pour pouvoir parler, parce que vous avez les larmes aux yeux. À cause de ce que ce texte dit, qui est admirablement dit par Barbara, et puis il y a cette phrase aussi qui peut peut-être indiquer votre démarche, votre manière de vivre, c'est rentrer en vous-même, comme le dit Rilke. Et j'ai l'impression que depuis maintenant 30 ans, et je suis désolée de vous faire pleurer, je vois vos larmes couler sur vos joues. Je ris autant que je pleure, et je pensais pas que j'allais pleurer là, mais j'espérais bien rire. Bon, on va rire peut-être tout à l'heure, oui. Mais on a l'impression qu'effectivement, depuis 30 ans, vous êtes rentré en vous-même pour pouvoir mieux justement sortir des choses les plus intimes de votre propre appartenance au monde pour pouvoir les donner au public. Ah oui, moi je suis très surprise de la vie, par la vie. Je suis très émue de vivre en fait. Je trouve que c'est incroyable cette chose. Rilke, je pense que c'est le premier livre qui a été à côté de mon lit et que je relisais et que j'ouvrais n'importe où. Et maintenant j'en ai d'autres, mais avant je faisais pas ça. C'est le premier. Et puis c'est aussi, il y avait un passage dans
que moi qui m'avait beaucoup plu, parce que peut-être j'étais encore pas capable d'entendre ce qu'il disait sur écrire et sur cette parole très intérieure. J'avais juste beaucoup retenu que l'amour, il disait, c'est comme un feu, ça s'entretient, si on n'apporte pas de bûche, le feu s'éteint. Alors que nous, on est là avec l'amour, c'est un dû, l'amour, c'est un dû, l'amour, c'est un don. Dans les deux sens du mot, puis dans les deux sens du mouvement. Et ça, voilà, je sais pas, déjà, c'était un guide, ça. C'est ce souvenir de, ah oui, d'accord, c'est un travail, l'amour. Ça, c'est pas la mode, hein, c'est pas le truc qu'on dit. Et puis, j'entends maintenant, enfin bon, j'ai été moi-même très surprise comme vous, que ça me fasse cet effet, ce que j'ai entendu. Je pense que c'est la parole, oui. Parce que en commençant chez Jérôme Deschamps, bon, on travaille pas spécialement alexandrin. On travaille plein de choses de soi, d'avoir, oui, le courage de s'utiliser soi complètement. Et puis, ça passe vraiment à travers le corps. Donc, on est acteur, agir. Tout ça, c'est une très bonne, très belle école. En plus, avec Jérôme, on apprend un peu sur le tas parce qu'il y a un titre et puis il faut inventer. Donc, on devient vraiment créateur. Je pense que ça, c'est les belles choses que j'ai apprises et retenues. Et un jour, après, j'ai fondé ma compagnie avec Anne Artigot, avec Yves Robin, avec Suzy First. Voilà, ce sont des gens avec qui j'ai travaillé longtemps, où je travaille encore maintenant. Et j'ai continué des spectacles où il n'y a pas essentiellement la parole, parce qu'en aimant la musique, en faisant, elle a toujours été un des moyens de s'exprimer, et puis le corps, les agissements, je sais pas, la lumière, les ombres, beaucoup travaillé avec ça. Mais un jour, je me suis dit, j'ai besoin de dire les mots, parce que parallèlement, j'allais voir tous les spectacles de Régis, Claude Régis, qui, je trouve, retourne les mots comme on retourne un gant, pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, comment c'est sous son autre aspect. Et puis tout doucement, parce que ça fait aussi, effectivement, presque 30 ans que je cherche le sens de la vie, que j'ai rencontré un jour une personne qui disait des choses autrement sur la vie. Et je me suis dit, mais c'est marrant ça, je l'entends nulle part, et c'est ça qui m'intéresse, ça soulevait le couvercle que j'ai l'impression qu'on nous avait mis sur la tête pour nous laisser dans la cuvette société. Et entre le fait de chercher ça, le fait d'entendre comment Régis retournait les mots, le fait d'aimer la poésie, et mon père a toujours aimé la poésie, il avait quelques livres, c'était ça. Et moi, d'être très à l'aise avec la parole, et pourtant de ne pas l'utiliser sur scène, c'était étrange. Et ça s'est fait tout seul, ça vient, les choses. Je pense que je suis une fleur d'automne. J'étais un petit peu fleur de printemps, j'ai deux floraisons, mais je préfère celle d'automne, je crois. Je l'aime. Alors, je me suis mise à faire un premier solo, dans lequel il y avait énormément de prétextes, qui cachaient certainement beaucoup de choses. Puis il s'appelait « La vie va vite ». Et puis le deuxième s'appelait « Une seconde », ce qui est un peu quand même le résumé du premier. Et puis j'ai failli avec le troisième réaliser le second, que ça ne dure qu'une seconde. Alors, dans le deuxième, une seconde, qui racontait aussi finalement toute la seconde fois, on a plus la spontanéité, on n'a plus la pureté de la première fois, et on n'a encore pas la maîtrise de l'apprentissage, tout ça. C'est un moment assez étrange. Et puis c'est aussi au théâtre, tout le temps, dire « Oh, la seconde, ça va être dur ». Non, mais c'est comme si si on allait subir la seconde. Non, ça demande plus de concentration, et si on se concentre plus, à la seconde représentation, on évite, quand on joue, d'entendre les copains qui disaient « Ah, à ce moment-là, c'est génial. Ah, c'est pas bien, là. » Parce que ça nous trouble, sur la seconde représentation. Mais si on se concentre plus, alors j'aime la seconde pour ça demande plus. Et le troisième, j'ai commencé de l'écrire, et puis on m'annonce la maladie grave. Alors, j'ai dû interrompre, et j'ai écrit. La maladie grave, c'est le cancer, et qu'on peut pas s'empêcher, quand on nous l'annonce, de l'épeler M-O-R-T. Et en même temps, c'est un immense levier de vie. Immense. Et puis j'ai eu la chance d'avoir autour de moi certainement les gens qu'il faut. En plus aussi, l'administratrice toute nouvelle qui arrivait dans la compagnie et qui a un bon sens terrien, qui m'a dit, Marie-Odile m'a dit, bon, je sais même plus exactement les phrases qu'elle m'a dites, mais ça m'a mise à l'endroit pour attaquer ça, et elle m'a vraiment permis, en s'occupant du côté matériel et administratif de la compagnie, d'être l'artiste et de faire mon rôle, qui, je pense, est le rôle de l'artiste, vraiment de regarder la vie, de la traverser, de traverser tout ce qui nous est présenté ou ce qui est présenté aux autres, en prenant le recul et le temps. Donc c'est là que je crois qu'il faut que, quand on voit un artiste qui n'a pas l'air de travailler, il est peut-être au plus profond de son travail, de regarder, d'assimiler, de comprendre, d'être un filtre, que peuvent l'être des poètes comme Alain Leprest, qui filtrent la vie. Voilà, alors on garde un peu des fois les saletés et les merdes en nous, pour ressortir le beau.
Je crois qu'on est là pour ça, pour transformer, transmuter. Et j'ai fait ça. Avec ce qui m'arrivait, je dis, attention, c'est ma vie. C'est pas de la merde, c'est ma vie. Et j'écrivais à mes amis, une fois toutes les 3 semaines. Et j'ai parsemé ça dans ce qui avait déjà été écrit, qui était sur le temps, parce que c'est une obsession chez moi, le temps. Je suis franc-comtoise, hein, je dois être née dans une horloge, je ne sais pas, mais vraiment. J'ai la notion du temps, je sais où on en est, j'ai jamais de montre, de toute façon, elle s'arrête sur moi. Donc, je sais ça. Alors, c'était tout ce qui est tout le temps. Et puis, on a injecté avec, donc, tiens, Suzy First, notamment, entre autres, tout ce que j'ai écrit, enfin, des parties de ce que j'ai écrit. Donc, c'est un spectacle sur la vie, mais dont une épreuve, parce qu'on en a tous. Et là, celle-là, elle a la forme du cancer, mais c'est pas spécifique et c'est pas que sur ça, loin de là. Et puis, il y a les histoires d'enfance, parce que c'était Anne Artigot qui m'a dit, mets ton enfance. Et je pense que instinctivement, elle voyait que c'était peut-être un lien, que cette histoire était aussi un lien pour retrouver peut-être mon père, je sais pas. C'est étrange et c'est magnifique. J'ai fait un voyage extraordinaire, extraordinaire. Et pendant que je le traversais, je me disais, je ne m'intéresse pas à l'issue, parce que ce serait comme déjà mettre une condition à la vie qui, elle, est inconditionnelle. Alors, je le fais, mais je veux guérir, je le fais pour guérir. Je traverse ce que vous me donnez, chère vie, et je sais pas, peut-être après, je sais pas ce qu'il y a derrière moi. Peut-être après, on me demande ailleurs, j'en sais rien. Et puis, en tant qu'artiste, j'ai mieux avoir d'imagination, donc je me dis, ça continue. Autrement, sous des formes qu'on peut pas comprendre et imaginer. Et tout ça rejoint de toute façon ma recherche de la vie. Et la vie, elle est dans le présent, là aussi, dans les 2 sens du terme, vraiment. Et je me disais, ce qui est juste, c'est mon attitude chaque jour. Et en plus, où c'est une vérité, c'est que ça continue là. Chaque matin, je me réveille, je me dis, c'est quoi? Dans quoi je rentre? Dans quoi je rentre? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va être beau? Qu'est-ce qui va être juste? Comment je m'ouvre? Comment je m'ouvre? C'est terrible, terrible, terrible comment nos cœurs sont étroits. Moi, je me disais, mais j'ai le cœur à l'étroit, entre deux, j'aime pas, quoi. Alors que je crois que tout peut être beau, étonnamment. J'ai l'impression de découvrir le sens du mot égalité. Devant la souffrance comme la joie, ou devant la laideur comme la beauté, où en plein centre, il y a la vie. Et donc, on peut la trouver. Et je commence à avoir un égal regard, oui, sur les choses. Et ça ne vient pas de l'indifférence, ça devient de la joie. Alors, évidemment, je ne suis pas dans cet état tout le temps, loin de là. Mais c'est vraiment ma quête et mon enquête. Et j'ai de plus en plus souvent l'occasion de trouver cet état ou de trouver cette relation à la vie. Et c'est vrai que c'est là que ça m'émeut et que je peux, voilà, partir dans les larmes, mais qui sont aussi de la joie, souvent. Vous pratiquez, Michel Guigon, un art à la fois du récit, du théâtre, de l'introspection très particulier. On se souvient de Marguerite Paradis, de Strapontin, d'État d'amour. On reviendra sur ce dernier spectacle qui s'intitule La vie va où. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui, peut-être je me trompe, mais qui me semble proche de votre univers. Hélas, on l'entend plus. J'espère qu'on va l'entendre de nouveau. On sait qu'elle est vivante et bien vivante. On l'écoute. Où tu vas? Où tu vas? Je peux savoir où tu vas? Je peux savoir où tu vas? Quand même. Dis-le. 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 Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le. 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 Je peux savoir où tu vas. Je peux savoir où tu vas. Quand même. Tu peux considérer comme morte à partir de maintenant. Je n'ai assez, moi, de toujours côté pour beurre. Je n'ai assez, moi, de toujours côté pour beurre. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tu comprends
c'est toujours à moi la faute. En tout cas là, je te demande pas pardon. C'est ça, là, je te demande pas pardon. Ne te demande pas pardon. Oui, oui, je te regarde comme ça. C'est quand même pas difficile de dire je t'aime quand on aime. C'est quand même pas difficile de dire je t'aime quand on aime. Alors? Tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu m'aimes? C'est quand même pas difficile de dire je t'aime quand on aime. C'est quand même pas difficile de dire je t'aime quand on aime. Quand même. Tous les auditeurs ont reconnu Zouk. Zouk. Et ça vous fait rire, hein? Ah, c'est une merveille. Parce que, en fait, je réalise là qu'elle fait quelque chose. Anne Artigot, là, qui fait partie de l'équipe de La Vivaou, me parle souvent de ça, de mise en situation. Je me rends compte que Zouk fait ça. Elle a une économie de mots incroyable. Et puis, il y a aucune explication. Elle est dans la mise en... vraiment, là, c'est mise en situation. Elle est dans le jeu. Et puis... Et voilà. Et dans les silences... Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on connaît, les résonances, soit pour nous, soit pour des scènes qu'on connaît. On connaît quelqu'un qui est dans cette situation. Non, c'est grandiose. C'est une musicienne, elle a un timing incroyable, un sens du rythme. Et puis d'un seul coup, quand elle redémarre, c'est pas difficile quand elle repart en haut. C'est une musicienne. Non, c'est sublime. Et ce sont mes attachés de presse qui m'ont... Parce que moi, je l'ai sur mon iPod, comme on dit. Ce sont elles qui m'avaient offert ça. Non, c'est magnifique. Moi, c'est étrange parce que j'ai une envie là j'ai envie de continuer absolument les solos et d'écrire parce que justement cette épreuve a donné du poids à ma parole, quoi. Et une espèce de confiance complète. Et effectivement, j'ai enlevé les prétextes, j'ai ouvert et que ma vie soit un moyen de transmettre la vie, puisqu'en plus moi je la transmets pas autrement. Oui, c'est très important et donc en vérité, en vrai, quoi, tout ça m'intéresse. Mais dans mes désirs artistiques, il y a que j'ai envie de retourner aussi vers les pièces où il n'y a pas tant de mots que ça, où ils sont pas les seuls à exprimer les choses, et en troupe, parce que j'aime, ma famille, moi c'est la troupe, j'aime ça. J'ai un spectacle comme ça sur le corps, sur les complexes du corps, sur la terrible dictature du corps et de l'image qu'on nous impose, sur la pollution visuelle qu'on vit à longueur de journée et de traversée en vélo. Je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, je faisais du vélo le long d'un canal, je dirais même pas où, comme ça, qu'on n'aille pas à nous le salir. Et en fait, il n'y a personne, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de pub. Et c'est au bout de 20 minutes, je me disais, il y a quoi qui me choque? C'était en plein dans des villes, ça traverse, c'est comme l'échine de la ville, sur le dos là, des villes, on roule, mais il n'y a personne qui passe, donc ils ne mettent pas de pub. Merci. Quelle pureté dans les yeux à ce moment-là. Donc, je voudrais faire un spectacle sur... toute la façon dont on a de se rétrécir dans nos corps pour ressembler à ce qu'on nous demande, pour avoir un peu de confiance en soi, au lieu d'ouvrir nos musicals intérieurs. Et comme dans la compagnie, il y a plein d'artistes à double casquette, c'est-à-dire qui sont soit aussi acrobates, clowns, chanteurs, danseurs, musiciens, musiciennes, et qui ont des corps particuliers, parce que c'est ça que j'aime au théâtre. Contrairement au cinéma, on vient avec nos êtres, nos gueules, nos corps, comme on est, de traviole, qu'importe. Et puis la vie qu'on met, parce qu'on est en spectacle vivant, tout le monde devient beau, on devient toujours beau. Mais même au cinéma, de toute façon, moi je me rappelle, j'aime bien les films anglais, souvent il y a des gens pas beaux, et au bout d'un moment, je les aime vraiment comme ils sont. Pas beaux, je les trouve beaux. Or c'est vrai, ils sont pas dans des canons. Et je souffre au cinéma de toujours le canon de beauté. Voilà, c'est pas une usine à rêve pour moi, parce que voilà, c'est pas si beau que ça finalement, qu'on nous impose la beauté. Alors, il y a toutes ces complexes et d'oublier de s'ouvrir, parce qu'on est tous dotés de plein de belles choses, quoi, du cœur. Et dans le cœur, si on fouille, si on va le faire un peu manger de l'herbe fraîche et qu'on ne le laisse pas enfermé, parce que c'est une dame qui avait dit ça, on a des cœurs faits comme des chevaux pour galoper dans la prairie et manger l'herbe fraîche, et on est enfermé dans des écuries sombres, on les enferme. Donc le spectacle pour
aller avec les capacités, les secondes casquettes quoi, des comédiens, créer un spectacle dans le spectacle et montrer cette beauté, le musical intérieur. Quoi. J'aime cette idée-là. Alors, Zouk, seule, elle me donne l'impression de faire ça. Et c'est là, en entendant ça, je me suis dit oui. Et peut-être même que dans les solos, je retrouverai aussi ça, cette capacité à vraiment avoir tout dégraissé dans la parole et à être en situation, jamais en explication. Je sais pas, je réfléchis de toute façon. Voilà, c'est ça. Alors, on fait un métier merveilleux en faisant en étant, je sais pas, auteur, créateur, artiste, je sais pas. Mais c'est qu'on apprend tous les jours. Ça, c'est un régal. Vous êtes aussi une messagère d'espoir, car dans ce dernier spectacle, La vie va où, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le fruit d'une longue méditation qui avait été précédée d'une longue résistance et d'une victoire que vous avez menée contre cette maladie qui s'appelle cancer. Est-ce que vous accepteriez de nous donner à la fois le texte et sur votre accordéon la fin de La vie va où? Parce qu'on en sort élevé de La vie va où, on en sort presque tranquille. Ouais. On se dit que malade ou pas, on va y arriver Oui. à vaincre la maladie. Mais vous savez, oui, mais la maladie est peut-être pas forcément justement le cancer. Des fois, la maladie est notre mal-vie de chaque jour quand on est normaux et apparemment en bonne santé. Et j'aime ouvrir le sens de ce mot. Avec plaisir, je vous dis ce texte, avec plaisir. Je voudrais juste rajouter, quand vous parlez d'exemple, vous avez dit, je crois, là, juste avant. Oh non, élevé. Et moi, je pense que ma maman a été malade il y a 8-9 ans. Elle est décédée d'un cancer, mais elle a eu une attitude, elle a dû traverser, et puis elle a résisté longtemps, elle n'acceptait pas. Et un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit « ça y est, j'ai accepté ». Et là aussi, elle acceptait parce qu'elle allait vraiment vers la mort. Et pendant 3 mois, on a pu parler de la mort. Et moi, elle y allait, je me disais « waouh, elle y va ». Moi, je peux en parler de dehors comme ça, mais elle y va. Mais ce qu'elle a fait comme effort, elle m'a permis, en le faisant, elle a mis 1 an et demi, 2 ans pour y arriver. Moi, elle m'a permis en 15 jours, par son exemple, de faire ça. Et je trouve très important d'oser parler de la mort, parce que c'est pas la mort qui est apeurante, c'est la peur de la mort qui nous rétrécit. Il est midi, rouge vif, comme la pointe d'un canif. L'annonce du cancer en moi fait tout se taire. Dans mes murs, une fissure, dans mon corps des fêlures, une bombe, une brûlure. Une minute qui dure. Au bout de la potence se balance un silence, dense comme un brouillard. C'est un silence rare qui s'ouvre sur 2 choses. L'une noire, l'autre rose. La mort comme triste sort, la vie plus belle encore. Mais l'une et l'autre marchent ensemble, comme dans l'arche, tous ils allaient par 2. Pas de terre sans les cieux. Si j'aime que la nuit par le jour soit suivie, j'accepte que le blanc et le noir pour versant. Je sais qu'ici tout a, et un haut et un bas, un côté gauche, un droit, un envers, un endroit. En même temps j'ai vu, j'ai entendu, j'ai su que tout peut être vie, si à tout je dis oui, que tout peut être vie si je dis me voici. Si j'ouvre ma voilure, tout devient aventure. Qu'importe où elle m'emmène, 1 heure, quelques semaines, je vivrai 100 000 ans si je suis au présent.
Merci, Michel Guigon. Entre romance et musical intérieur, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée à plusieurs reprises au cours de cette émission, vous apparaissez en scène et ce qui se passe est au-delà de ce que vous dites. Parce que comme vous l'avez exprimé aussi il y a quelques instants, il y a quelque chose de vous, à l'intérieur de vous, qui veut s'ouvrir aux autres, mais à l'universel. Oui, ouais, je sais pas, j'espère toujours qu'un jour mon cœur soit vraiment complètement ouvert. Il y a le don, quoi. Il y a la volonté de don et de partage en vous. Oui, j'y suis évidemment pas encore, j'en suis loin, mais oui, il y a cette orientation en tout cas, oui. Je me dis qu'il n'y a rien d'autre à faire sur Terre qu'aimer. Alors des fois, ça fait gnangnan, ce genre Ça de fait phrase. cucul la praline, oui. Oui, mais pourtant, je vois pas ce que j'avais découvert aussi dans cette maladie. J'ai vraiment découvert justement ça, la vie qui englobe tout. Et je m'en sortais tant que j'étais capable de vivre dans cette sensation. Quand je vivais dans le monde où la mort tue, c'était terrible, parce que là, j'étais réduite. Mais dans la vie qui englobe tout, même la mort, je le ressentais comme ça. Je suis invincible sans être vaniteuse, parce que chaque moment est réel et il est plein. Dans l'autre monde, j'arrive plutôt à de la vanité et en croyant être invincible. Là, parce que quand je laisse la vie complètement en moi, elle est vraiment invincible. Elle s'est jamais arrêtée, puisqu'on est tous là et depuis très longtemps. Et si le jour où elle s'arrêtera tous, on le saura pas d'ailleurs, où elle s'arrêtera complètement, parce qu'il y aura plus personne. Au cas où c'est possible, je n'en sais rien. Et puis après, il y avait une chose que j'avais comprise à la mort de Claude Nougaro. J'avais ressenti comme ça justement que la mort ne tue pas l'amour. Elle impose une absence qui est une douleur, et ô combien. Mais je m'étais dit, la force du poète, son miracle presque, est de laisser des mots pour, sinon combler l'absence, du moins la transformer en invisible présence, et du silence faire un écho invisible. Michel Guigon, vous êtes en face de moi dans ce studio, et après l'interprétation de ce court extrait de La vie va où, vous n'avez pas quitté votre accordéon. Il est contre vous, contre votre poitrine. C'est votre compagnon. Je vous propose d'écouter quelqu'un aussi qui fait partie, je crois, de votre famille. Nous avons choisi ce titre pour vous. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séquennants de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séquennants de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas.
Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de caler cette physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Vous n'avez toujours pas quitté votre accordéon, Michel Guigon. Vous écoutiez avec une passion incroyable cette chanson d'Édith Piaf et en même temps, vous pianotiez sur votre accordéon. Mais parce qu'il m'a beaucoup aidé, cet accordéon. D'abord, je pense que c'est effectivement le lien à mon enfance, le lien à mon père. Je pense que tant que j'étais pas capable de porter les mots qui ont une telle charge, parce que des fois, moi, je prends un mot, des fois, je m'assois dans mon fauteuil, je prends un mot, et je le regarde un peu sous tous ses aspects, comme un joaillier doit faire d'une pierre précieuse, quoi. Et il a des facettes, et il a des brillances, et dans quel écrin je vais le mettre, ce mot. Et puis, comme je vous dis, ça peut être des serments, donc j'ai pas envie de les maltraiter. J'ai pas envie de faire du mal avec eux. Ils peuvent faire du mal, ce sont des armes. Mais ça peut être aussi des mots d'amour. Et tant que j'étais pas, je pense, capable de les utiliser bien, j'ai l'accordéon qui a pris le relais. Ou quand je suis pas capable de les trouver encore, c'est lui qui prend le relais. Et dans cette maladie, à un moment, je pouvais... Enfin, c'est difficile, hein, il y a une espèce d'incontinence émotionnelle après l'annonce. J'arrive pas... À sortir en me disant si je croise des gens, s'il y a des amis, je dois leur dire. Enfin, c'est très troublant. Ça remue beaucoup. Alors, j'ai sauté sur l'accordéon. Il y avait vraiment plein de musique qui sortaient de mes doigts. Mais il y en a une qui était vraiment là, qui me remontait. Et j'ai appelé justement d'ailleurs Suzy First, qui a coécrit donc le spectacle, qui m'a aidé là-dessus, et qui est musicienne aussi dans la compagnie. Quand je vous dis qu'il y a des doubles casquettes... Et elle est venue, elle l'écoutait, elle s'est mise au piano et on a fait tourner ça pendant une demi-heure et ça m'a vraiment tenu, au moins, ça m'a sorti jusqu'à la bouche de l'eau dans laquelle je m'engloutissais. Et puis après, je me sentais élevée et mon cœur était plus sous pression. À partir de là, j'ai pu comme revivre, quoi. Je vous le fais. Une petite version courte. Merci, Michel Guigon. La vie, elle va où? Oh, elle va dans ces échanges-là. Je vous remercie beaucoup qu'on ait le temps de parler. Et puis, si on peut donner, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir. Merci à vous. À vous aussi. Brigitte Bouvier, Didier Lagarde, Catherine Parent, Laetitia Cordonnier, Michel Mestre, Laure Adler, toute l'équipe de Hors-Champ vous remercie. Dans un instant, Les Passagers de la Nuit de Thomas Baumgartner, puis à minuit moins 10, Alain Weinstein du jour au lendemain. Très bonne soirée à l'écoute de France Culture.